Lors de la réunion sur l'héritage familial, mon jeune frère a dit que tous les documents étaient légaux, que tout lui appartenait, et que je n'avais absolument rien. Mes parents ont insisté sur le fait qu'ils m'avaient donné toutes les opportunités. Je suis resté calme jusqu'à ce que mon grand-père intervienne et dise « C'est moi qui ai signé ces documents, cela n'aurait pas pu se produire. » Je m'appelle Élise Caron et j'ai 34 ans. J'étais assise dans la petite salle de conférence du cabinet d'avocat dans le centre-ville de Lyon, fixant mon jeune frère, Vincent, de l'autre côté de la table. Il a fait glisser un épais dossier sur la table avec un sourire confiant et a prononcé les mots que je n'oublierai jamais, tous les documents sont légaux. Le mas, toute la collection de meubles anciens, tout ce que grand-père possédait m'appartient désormais. Maman et papa étaient assis juste derrière lui, hochant la tête en signe d'approbation. Maman a pris un mouchoir, même si elle ne pleurait pas encore, et papa a ajusté ses lunettes avant d'ajouter « Nous t'avons donné toutes les opportunités, Élise. Tu as eu bien plus que suffisamment de chance. » L'air semblait lourd, comme si la pièce s'était rétrécie autour de moi. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas élevé la voix. Je suis simplement resté assise là, les mains jointes sur mes genoux, sentant le poids de 8 mois de distance qui s'était lentement installé avec ma propre famille. Vincent continuait de parler de valeurs marchandes et de vente rapide, expliquant comment le partage équitable de tout assurerait enfin l'avenir de chacun. Mes parents étaient d'accord avec chaque mot. Puis grand-père Laurent, qui était resté silencieux dans le coin pendant tout ce temps, s'est penché en avant, a posé sa main sur la table et a parlé de cette voix calme et posée que je connaissais depuis l'enfance. « C'est moi qui ai signé ces documents », a-t-il dit en regardant Vincent droit dans les yeux. Cela n'aurait pas pu se produire. Le silence s'est fait dans la pièce. Si vous avez déjà vu votre propre famille choisir de croire quelque chose qui déchire tout, ou si vous vous êtes demandé jusqu'où quelqu'un irait pour de l'argent qu'il pense mériter, restez avec moi. Aimez cette vidéo si cela vous touche déjà de près. Abonnez-vous pour plus d'histoires de famille réelles et commentez ci-dessous. Avez-vous déjà été complètement mis à l'écart par les personnes qui vous ont élevé? Je les lis absolument tous. Merci de votre écoute. Quelques mois plus tôt, alors que les feuilles prenaient une teinte dorée autour de Lyon, mon grand-père, Laurent Caron, m'a appelé un samedi matin vivifiant pour me demander si je pouvais venir au vieux mas. Sa voix semblait fatiguée mais déterminée, comme toujours quand il avait quelque chose d'important à partager. J'ai attrapé mon manteau, sauté dans ma voiture et emprunté les routes de campagne familières bordées de platanes aux couleurs rouges et oranges flamboyantes. Quand je suis arrivé, grand-père m'attendait sur la large terrasse, assis dans l'un des fauteuils à bascule qu'il avait lui-même restauré des décennies auparavant. Il m'a fait signe de venir et m'a conduite à l'intérieur, dans le salon où ses plus belles pièces se dressaient comme des gardiens silencieux, des tables en chêne sculptées à la main avec des joints à tenons et mortaises parfaits, de hautes armoires en noyer qui sentaient encore légèrement l'huile de lin, et l'imposante salle à manger en merisier qui avait accueilli toutes les fêtes de famille dont je pouvais me souvenir. La lumière de l'après-midi entrait par les fenêtres et faisait briller le bois. Nous nous sommes installés dans 2 fauteuils confortables près de la cheminée, et il a sorti un simple dossier en manille de la table d'appoint. « Élise », a-t-il dit en me regardant droit dans les yeux, il y a des années, bien avant que tous ces problèmes de santé ne commencent, je me suis assis avec maître François Morel et j'ai créé une fiducie irrévocable. Tout le mas, les 8 hectares, et toute cette collection de meubles anciens sur laquelle nous avons travaillé ensemble te revient, et à toi seul, quand je ne serai plus là. J'ai senti mon souffle se couper. J'avais passé plus de week-ends ici que je ne pouvais en compter, apprenant de lui comment lire le grain du bois, comment réparer une tige cassée sans laisser de traces, comment ramener une pièce à l'état exact où elle avait quitté les mains de l'artisan 150 ans plus tôt. Il savait que j'aimais ces choses de la même manière que lui. Tu es la seule à les voir comme moi, a poursuivi grand-père, posant sa main sur le bras courbé d'une chaise de style empire voisine. Ce ne sont pas des investissements ou de la décoration. C'est la preuve que quelqu'un a un jour pris le temps de fabriquer quelque chose qui lui survivrait. Je ne veux pas qu'elle soit dispersée lors d'une vente de succession ou dépecée pour de l'argent rapide. Je veux qu'elle reste entière, et je sais que tu t'en assureras. Je lui ai promis sur le champ que je protégerai chaque pièce, quoi qu'il arrive. Nous avons passé le reste de l'après-midi à nous promener dans l'atelier de la grange, parlant de transformer une partie en petit espace d'exposition un jour, peut-être même d'offrir des cours d'ébénisterie traditionnels aux enfants de la région. Cela semblait la chose la plus naturelle au monde. Alors que le soleil commençait à se coucher, mon jeune frère, Vincent Caron, qui a 28 ans, est arrivé dans l'allée de gravier avec son pick-up noir.
Il a prétendu qu'il passait juste voir grand-père et récupérer quelques outils qu'il avait laissés la dernière fois. J'étais déjà en train de lui dire au revoir sur la terrasse quand je l'ai remarqué s'arrêter près de la fenêtre ouverte, la tête penchée comme s'il écoutait. Il a fait un signe de la main, est entré 1 minute après mon départ, et c'est tout. Du moins, c'est ce que je pensais. Dans les semaines qui ont suivi, toute l'attitude de Vincent a changé. Les textos, autrefois faciles et fréquents, se sont réduits à des réponses d'un seul mot. Quand nous nous sommes croisés au marché de la Croix-Rousse, il est soudainement devenu très intéressé par son téléphone. Il a commencé à faire des commentaires au hasard sur le prix de vente des vieilles bâtisses ces jours-ci, mentionnant des biens comparables qu'il avait consultés en ligne, toujours avec ce même sourire crispé. Mes propres journées sont restées stables à la boutique d'antiquités que je tiens rue Auguste Comte, dans le centre-ville de Lyon. J'ouvre à 9 h, je balaie les larges parquets et j'expose les nouveaux trésors arrivés cette semaine, peut-être un ensemble de chaises paillées ou une table à abattant en merisier avec les poignées en bronze d'origine. Les clients entrent et sortent toute la matinée, des habitants à la recherche du cadeau d'anniversaire parfait, des collectionneurs de l'extérieur en quête de pièces de style Louis-Philippe, des touristes qui aiment simplement l'odeur de la cire d'abeille et de l'histoire. Je passe des heures derrière le comptoir à assortir des raccords de plaquage, à trouver la bonne teinte de peinture à la caséine, ou à montrer à quelqu'un comment fonctionne un tiroir secret dans une commode lyonnaise des années 1820. Le travail occupe mes mains et calme mon esprit, entouré de choses qui ont déjà duré plus longtemps que la plupart des mariages. Je me suis dit que les familles traversent des périodes de calme, que Vincent était probablement juste stressé par le travail. Mais à mesure que l'air se refroidissait et que le premier gel s'installait sur les champs, sa distance ressemblait moins à une phase qu'au début de quelque chose de délibéré. Au cours des semaines suivantes, alors que l'air devenait plus froid, Vincent a commencé à évoquer de vieilles histoires chaque fois que la famille se réunissait. Il mentionnait nonchalamment comment j'avais eu besoin d'aide pour payer mes frais de scolarité à l'université après avoir contracté trop de prêts, ou la fois où j'avais essayé de lancer ma propre boutique de vintage en ligne juste après avoir obtenu mon diplôme et m'étais retrouvé avec des factures de fournisseurs impayés que maman et papa avaient discrètement réglées. Il présentait tout cela comme de l'inquiétude, disant qu'il voulait juste que tout le monde se souvienne des schémas pour que personne ne soit blessé plus tard. Au début, les commentaires survenaient lors des dîners du dimanche chez mes parents, en périphérie de la ville. Vincent attendait que nous passions le gratin dauphinois, puis se tournait vers papa et disait quelque chose comme « Tu te souviens quand Élise a utilisé sa carte de crédit jusqu'au plafond pour un stock qu'elle pensait vendre rapidement ? Heureusement que tu étais là pour la tirer d'affaire. » Papa hochait lentement la tête, ajustant ses lunettes comme il le fait lorsqu'il traite des chiffres, tandis que maman ajoutait des détails sur les appels tard dans la nuit pour demander de l'argent pour les courses pendant ma première année difficile à la boutique. Peu à peu, leurs regards envers moi ont changé. L'étreinte habituellement chaleureuse de maman à la porte est devenue plus rapide, ses yeux fouillant les miens comme pour y chercher des signes de problème. Papa a commencé à poser des questions pointues sur mon chiffre d'affaires mensuel chaque fois que je leur rendais visite, le comparant au travail stable de Vincent dans le bâtiment, qui payait à temps toutes les 2 semaines. Ils ne m'ont jamais accusé ouvertement, mais le doute flottait dans l'air comme la fumée de bois des cheminées voisines. Les repas de famille sont devenus des champs de mine. Vincent dominait la conversation, l'orientant vers la responsabilité et la planification. Il parlait de son propre compte d'épargne, du nouvel utilitaire qu'il avait remboursé en avance, et de l'importance de faire des choix judicieux avec l'argent que l'on pourrait hériter un jour. Chaque fois que j'essayais de participer ou de changer de sujet, la pièce se refroidissait sensiblement. Maman s'occupait de débarrasser les assiettes et papa vérifiait ses courriels professionnels sur son téléphone. J'ai tenté de clarifier les choses un soir après le dessert. Alors que nous nous attardions autour d'un café dans le salon, j'ai regardé mes 2 parents et j'ai dit calmement que ces anciennes difficultés faisaient partie de la construction de quelque chose à partir de rien, que chaque entrepreneur rencontre des moments difficiles au début, et que j'avais remboursé chaque euro avec intérêt au fil des ans. Vincent est intervenu avant qu'il ne puisse répondre, riant légèrement et disant « J'ai toujours eu une excuse quand les chiffres ne collaient pas. » Maman s'est penchée et lui a tapoté la main, me disant de ne pas être sur la défensive car nous parlions simplement en famille. Ce changement m'a fait plus de mal que je ne l'aurais cru. Les appels téléphoniques de maman sont devenus plus courts, se terminant par de vagues promesses de « se rattraper bientôt » qui ne se sont jamais concrétisées. Papa a cessé de passer à l'improviste à la boutique comme il le faisait avant, prétextant un emploi du temps chargé. Quand je les ai invités tous les 2 à une petite journée portes ouvertes pour les fêtes que j'organisais pour les clients réguliers, ils ont décliné l'invitation par l'intermédiaire de Vincent, disant qu'ils avaient déjà des projets avec lui ce soir-là.
Mon ami proche, Chloé Thibault, que je connaissais depuis le lycée, a commencé à prendre ses distances à la même époque. Nous avions l'habitude de nous retrouver tous les jeudis pour un café au petit bar du quai Saint-Antoine, échangeant des histoires sur le travail et la vie. Une semaine, elle a annulé à la dernière minute avec une excuse peu convaincante de mal de tête. La fois suivante où nous avons réussi à nous asseoir, elle semblait distraite, remuant son café crème plus longtemps que d'habitude avant de me demander si tout allait bien financièrement à la boutique. Quand j'ai insisté, elle a admis avoir entendu d'une connaissance commune que Vincent avait mentionné des inquiétudes concernant mes habitudes de dépenses et ma capacité à assumer de plus grandes responsabilités. Chloé a promis qu'elle ne croyait pas tout, mais nos conversations sont devenues tendues après cela. Les textos sont restés sans réponse pendant des jours, et les invitations à des brocantes le week-end ont été accueillies par des refus polis. Elle a commencé à publier plus de photos en ligne avec d'autres amis de notre ancien groupe, des rassemblements auxquels je n'étais mystérieusement plus identifié. La distance s'est installée tranquillement mais sûrement, me laissant me demander combien de versions de ces vieilles histoires circulaient parmi les gens que j'avais considérés comme proches pendant des années. Au moment où le premier grand gel a recouvert les pare-brises chaque matin, la chaleur sur laquelle je comptais autrefois de la part des personnes les plus proches de moi s'était transformée en quelque chose de prudent et d'inconnu, et je me retrouvais plus souvent qu'à mon tour à rentrer chez moi après des projets annulés. À l'approche de la Toussaint et avec les premières neiges légères sur la région lyonnaise, Vincent a rapidement agi pour transformer les paroles en actes avec mes parents. Il a organisé plusieurs visites en soirée chez eux, apportant des dossiers remplis de ce qu'il décrivait comme des « mises à jour nécessaires à la planification successorale de grand-père ». Au cours de ces sessions, autour d'un café ou d'un dessert, il a exposé les raisons pour lesquelles la signature immédiate de déclarations confirmatives simplifierait tout et préviendrait les litiges futurs. Maman et papa, influencés par le récit continu de ma prétendue instabilité, ont accepté d'apposer leur nom sur les pages qu'il avait préparées, croyant simplement formaliser des intentions existantes. Très vite, l'exclusion est devenue complète. Toute mention de questions de propriété se faisait sans que je sois présente ou informée. J'entendais par un cousin des décisions discutées lors de réunions de famille dont on ne m'avait pas parlé, où je remarquais de nouveaux documents mentionnés dans des courriels de passage qui n'arrivaient jamais dans ma boîte de réception. Mes tentatives de poser directement des questions se soldaient par des réponses vagues sur le fait que le moment n'était pas opportun, ou des suggestions que Vincent gérait mieux les détails. L'effet s'est rapidement étendu au-delà de la maison. Dans une ville où les gens se connaissent par les associations et les marchés locaux, les rumeurs de difficultés financières voyagent efficacement. Plusieurs clients fidèles qui m'avaient confié d'importants projets de restauration au fil des ans ont commencé à rediriger leurs affaires ailleurs. Une famille qui avait meublé toute la cuisine de sa maison de campagne grâce à ma recommandation a soudainement opté pour des commandes par catalogue. Un autre collectionneur spécialisé dans les outils anciens a cessé de répondre à mes offres de suivi sur des trouvailles rares que j'avais mises de côté spécifiquement pour lui. J'ai parlé ouvertement de la situation pour la première fois avec Damien Renaud, un autre antiquaire avec qui j'avais collaboré lors de salons régionaux au cours des dernières années, pendant un moment de calme au salon des antiquaires à la Cité internationale. Nous emballions les articles invendus quand j'ai mentionné le froid soudain de ma famille et de mes clients. Il a posé une caisse, a suggéré que nous sortions prendre l'air, et m'a laissé parler de la pression croissante sans offrir de solution rapide ni de jugement. Damien est devenu mon seul confident fiable. Nos conversations se sont étendues au-delà des week-ends de salon pour devenir des prises de contact régulières autour de repas dans des bouchons lyonnais ou des textos tard le soir pour comparer nos notes sur les saisons creuses. Il partageait des perspectives pratiques tirées de ses propres hauts et bas professionnels tout en me rappelant que les opinions de la communauté changent souvent avec le temps et les faits. Avoir quelqu'un qui croyait en ma version des faits sans réserve m'a fourni un point d'ancrage stable alors que tout le reste semblait incertain. La baisse du chiffre d'affaires a imposé des choix difficiles à la mi-décembre. Les coûts des stocks se sont accumulés à cause d'engagements pris plus tôt dans l'année, lorsque les ventes semblaient plus fortes, et les frais généraux mensuels de la boutique restaient fixes. Après avoir examiné les comptes plusieurs soirs, j'ai pris rendez-vous au Crédit Mutuel du centre-ville, apportant mes déclarations fiscales et mes bilans pour soutenir une demande de prêt professionnel à court terme. Le conseiller a examiné les chiffres, s'est enquis des prévisions pour le printemps et a approuvé un montant suffisant pour couvrir les obligations immédiates plus une petite marge de sécurité. Vincent continuait de prendre de l'élan de son côté. Il organisait des sorties avec maman et papa axées sur la recherche de ventes de propriétés comparables, présentant chaque étape comme une préparation responsable à l'inévitable. Des publications sur les réseaux sociaux les montraient visitant des masses similaires sur le marché, accompagnées de légendes sur le fait de
prendre des décisions éclairées ensemble. Ces images ont attiré des messages de soutien de membres de la famille élargie qui ont pris le récit visible pour argent comptant. Pendant ce temps, les rendez-vous continuaient d'être annulés. Un couple qui prévoyait de remeubler sa maison historique a choisi un marchand à Villefranche-sur-Saône après avoir entendu des préoccupations indirectes sur ma fiabilité. Les inscriptions aux ateliers de cours de finition de base ont diminué de moitié par rapport aux chiffres habituels malgré les promotions anticipées. Les heures creuses à la boutique se sont allongées, me donnant le temps de polir des vitrines que moins de gens venaient voir. Damien a suggéré de petits ajustements, comme développer les annonces en ligne pour atteindre des acheteurs en dehors des cercles de commérage locaux, et nous avons passé un samedi après-midi à photographier des pièces pour de nouveaux catalogues numériques. Son implication offrait une aide pratique ainsi qu'une préoccupation sincère, rendant l'isolement moins absolu. Les fonds du prêt sont arrivés juste à temps pour payer les salaires et les fournisseurs, me donnant un répit mais soulignant à quel point la rupture familiale avait commencé à affecter l'entreprise que j'avais bâtie de manière indépendante. En rentrant chez moi ce soir-là, par des rues légèrement poudrées de neige, j'ai réalisé que le fossé ne se limitait plus aux tables de fête. Il avait commencé à remodeler la vie professionnelle que je pensais séparer. Au début de l'hiver, alors que des chutes de neige occasionnelles recouvraient les terres agricoles autour du vieux mas, les ventes à la boutique ont chuté plus brutalement. À l'approche des fêtes, les gens ont opté pour des choix plus sûrs pour les cadeaux et les projets de rénovation. Les factures, qui arrivaient autrefois de manière régulière de la part de clients fidèles, se sont réduites à un filet, laissant les étagères garnies plus longtemps que d'habitude. Plusieurs comptes sur lesquels je comptais pour des commissions de fin d'année se sont tournés vers des concurrents, invoquant des raisons vagues de calendrier ou de changement budgétaire qui ne correspondaient pas à nos conversations antérieures. Vincent a intensifié ses efforts pour faire avancer les projets de liquidation. Il a pris rendez-vous avec des agents immobiliers spécialisés dans les propriétés de caractère, emmenant maman et papa avec lui pour des visites de biens comparables dans la région. Autour de repas partagés par la suite, il soutenait que vendre rapidement, alors que l'intérêt du marché restait élevé, permettrait des divisions équitables et sécuriserait les fonds de retraite pour tout le monde, présentant tout retard comme risqué compte tenu des coûts d'entretien croissants d'une structure vieillissante. J'ai commencé à faire régulièrement des voyages seul au mas dès que le temps le permettait. Le trajet de 30 minutes sur des routes secondaires me donnait le temps de me vider la tête, et une fois sur place, je me concentrais sur la documentation minutieuse de la collection. Je dépoussiérais les pièces, ajustais soigneusement l'éclairage pour de meilleures photographies et cataloguais des détails comme les poinçons d'ébéniste ou l'historique des réparations qui prouvaient l'authenticité et la valeur. Ces visites sont devenues un moyen de rester connecté à la vision de grand-père, rassemblant des preuves dont je pourrais avoir besoin si des contestations survenaient. Les tentatives de combler le fossé à la maison se sont heurtées à un rejet direct. Un samedi après-midi, je suis allé chez mes parents à l'improviste avec une tarte aux pralines en guise d'offrande de paix, espérant qu'une visite impromptue pourrait ouvrir la porte. Papa a répondu, l'air mal à l'aise sur le seuil, et a expliqué qu'ils allaient bientôt partir pour un rendez-vous que Vincent avait organisé. Maman est apparue brièvement derrière lui mais est restée en retrait, n'offrant qu'un rapide signe de la main avant de se retirer à l'intérieur. Le message était clair sans mots. Les invitations sociales de la famille élargie se sont complètement taries à cette époque. Les cartes de vœux arrivaient adressées uniquement à mes parents ou à Vincent, et les textos de groupe sur les rassemblements excluaient complètement mon numéro. Même les événements communautaires neutres, comme le marché de Noël en ville, semblaient gênants lorsque les connaissances évitaient les conversations prolongées, détournant le regard comme si elles ne savaient pas quelle version des événements elles avaient entendu. Damien est resté le fil conducteur constant qui m'a empêché de sombrer dans l'isolement total. Nous nous parlions presque tous les jours au téléphone lorsque les salons nous séparaient, discutant de tout, des tendances des prix aux frustrations personnelles, sans faux semblant. Les week-ends où nous parvenions à nous retrouver pour un café dans un endroit calme en dehors de l'artère principale, la conversation coulait facilement sur l'expansion de la présence en ligne ou de nouvelles idées d'approvisionnement. Son soutien sans faille offrait un équilibre au milieu du silence grandissant de tous les autres. La pression financière se manifestait aussi de manière plus subtile. Les factures d'énergie pour la boutique augmentaient avec les besoins en chauffage tandis que les revenus diminuaient, m'obligeant à réduire les budgets publicitaires que j'avais prévus pour les avant-premières de printemps. Les fournisseurs qui m'accordaient autrefois des conditions généreuses ont commencé à demander des acomptes, reflétant la même incertitude qui circulait localement. Vincent partageait des mises à jour indirectement par le biais de canaux publics. Des publications sur l'intérêt potentiel d'acheteurs pour des masses similaires apparaissaient sur son fil d'actualité,
accompagné de commentaires remerciant maman et papa pour leurs conseils durant le processus. Ces aperçus numériques renforçaient à quel point le récit avait complètement basculé en sa faveur. Mes trajets vers le MAS sont passés à 2 fois par semaine lorsque les routes restaient dégagées. J'ai organisé des dossiers numériques avec des images haute résolution de chaque pièce majeure, notant les dimensions et les détails de provenance que grand-père avait partagés au fil des années de travail côte à côte. Les heures tranquilles passées là-bas me donnaient un but, me rappelant pourquoi la préservation comptait au-delà de l'argent. Maman et papa ont maintenu la distance même sur des questions de routine. Les appels concernant la logistique familiale pratique restaient sans réponse jusqu'à ce que Vincent relaie les réponses des jours plus tard. Quand j'ai essayé de passer à nouveau plus près de Noël avec de petits cadeaux, l'allée est restée vide et les lumières éteintes malgré les voitures dans le garage. Damien a suggéré des mesures pratiques, comme demander de petites subventions disponibles pour les entreprises de préservation du patrimoine, passant du temps à rechercher des options ensemble lors de réunions le week-end. Ces sessions donnaient une structure à des journées autrement vides, transformant l'inquiétude en plan d'action. Le poids cumulé s'est installé progressivement mais sans équivoque. Les soirées seules dans mon appartement surplombant les toits enneigés m'ont amené à réfléchir à la rapidité avec laquelle la confiance pouvait s'éroder lorsqu'une seule partie contrôlait entièrement l'histoire. Le jour de la réunion officielle sur l'héritage est finalement arrivé au milieu de l'hiver. Nous nous sommes tous retrouvés au cabinet d'avocat de maître François Morel, dans le centre-ville de Lyon, en ce matin gris de février. Chacun est arrivé séparément, traversant des rues boueuses, pour se garer sur le petit parking derrière le bâtiment en briques qui gérait les affaires juridiques de la famille depuis des décennies. Je suis arrivé en avance, choisissant un siège près de la fenêtre où une faible lumière du soleil filtrait à travers les arbres nus. Vincent est entré ensuite avec maman et papa, un portefeuille en cuir sous le bras. Il a salué chaleureusement maître Morel, lui serrant la main comme s'ils étaient de vieux partenaires, puis a pris la chaise en bout de la table en chêne poli. Maman s'est installée à côté de lui, lissant son manteau, tandis que papa sortait ses lunettes de lecture et disposait un bloc-notes comme s'il était prêt à prendre des notes. Maître Morel a ouvert la session en passant en revue les procédures standards pour l'administration d'une fiducie, sa voix calme et professionnelle dans la pièce silencieuse. Il a confirmé la présence de grand-père à ma demande, notant qu'en tant que constituant originel de la fiducie, il avait tout à fait le droit d'y assister. Grand-père était assis tranquillement en face de moi, emmitouflé dans sa lourde veste en laine, les mains croisées sur sa canne. Vincent n'a pas perdu de temps. Il a ouvert son portefeuille et a étalé plusieurs documents sur la table, expliquant qu'ils représentaient des directives mises à jour reflétant le consensus familial actuel. Avec une confiance mesurée, il a pointé du doigt les signatures et les dates, déclarant « Ces formulaires remplacent les versions antérieures et ordonnent la vente immédiate du MAS et de la collection pour une distribution équitable entre les héritiers. » Il a souligné les avantages pratiques comme éviter les pénalités fiscales et fournir des liquidités que tout le monde pourrait utiliser. Maman a pris la parole en plein accord, se tournant vers moi avec une déception évidente dans son expression. Elle a dit qu'ils avaient toujours encouragé l'indépendance mais s'inquiétaient que mon attachement aux vieilles choses frôle l'irréalisme, surtout compte tenu des récentes difficultés de la boutique. Papa a ajouté que l'équité exigeait de reconnaître l'approche proactive de Vincent, laissant entendre que ma résistance provenait d'une réticence à partager les fardeaux de manière égale. Leurs mots ont pesé lourdement. J'ai gardé le regard fixé sur la table, sentant la fracture s'élargir en quelque chose de permanent. Les personnes qui m'avaient élevé me considéraient maintenant comme l'obstacle, leur ton empreint de moi de doutes accumulés. Je n'ai offert aucune défense, sentant que rien de ce que je pourrais dire ne pénétrerait la version qu'ils avaient acceptée. Grand-père s'est agité sur sa chaise, s'éclaircissant la gorge pour attirer l'attention. Il a demandé poliment à maître Morel s'il pouvait examiner les papiers que Vincent avait présentés. L'avocat les a fait glisser sans hésitation. Grand-père a ajusté ses lunettes, parcourant lentement les pages tandis que nous attendions tous dans un silence de plus en plus pesant. Après plusieurs minutes, il a posé les documents avec soin et a regardé Vincent droit dans les yeux. Sa voix est restée égale mais portait une autorité indéniable lorsqu'il a parlé. C'est moi qui ai signé les instruments de fiducie originaux avec maître Morel il y a toutes ces années, a dit grand-père. Ces changements que vous montrez n'auraient pas pu se produire selon les termes que j'ai établis, et ils ne reflètent en aucune manière mes intentions. La déclaration a flotté dans l'air comme un gel soudain. La posture de Vincent s'est raidie, son assurance antérieure vacillant tandis que la couleur quittait son visage. Maman a attrapé le bras de papa, les yeux écarquillés de confusion. Maître Morel s'est penché en avant,
les sourcils levés d'un air professionnellement préoccupé, demandant à grand-père de détailler les divergences spécifiques qu'il avait remarquées. Grand-père a désigné des clauses sur l'irrévocabilité et la désignation d'un bénéficiaire unique qui restait inchangé dans le dossier principal. Il a expliqué comment un langage protecteur empêchait toute modification sans sa participation directe dans des conditions attestées qui n'avaient jamais eu lieu. Sa récitation calme des détails laissait peu de place à l'interprétation. J'ai observé les réactions se propager sur des visages familiers. Papa a retiré ses lunettes, les nettoyant méthodiquement tout en évitant tout contact visuel. Maman a porté une main à sa bouche, regardant tour à tour Vincent et grand-père comme si elle reconstituait des informations contradictoires. Vincent a fixé la table, ses doigts tambourinant une fois avant de s'arrêter brusquement. Maître Morel a confirmé qu'il aurait besoin de temps pour tout vérifier par rapport aux archives, mais a reconnu que le récit de grand-père correspondait aux copies qu'il conservait au cabinet. Il a suggéré de suspendre brièvement la séance pour récupérer les originaux à des fins de comparaison, son ton devenant prudemment neutre. La pièce semblait plus petite qu'à notre arrivée. Des années d'histoire commune reposaient maintenant sur des papiers contradictoires et la certitude tranquille de la voix d'un aîné qui tranchait à travers des récits soigneusement construits. Je suis restée silencieuse, absorbant le changement sans triomphe ni soulagement, seulement la reconnaissance brute que la confiance, une fois brisée, se répare rarement de la même manière. Alors que Maître Morel sortait discrètement les dossiers originaux de son coffre-fort, il a étalé les chemises vieillies sur la table avec un soin délibéré, les pages jaunies contrastant vivement avec les impressions impeccables de Vincent. L'avocat a ajusté ses lunettes et a commencé à lire des sections clés à haute voix, confirmant que la fiducie irrévocable avait été établie plus d'une décennie auparavant, alors que grand-père était en pleine possession de ses moyens. Les dispositions me nommaient unique bénéficiaire du mas et de la collection d'antiquités, avec des instructions explicites pour une préservation continue plutôt qu'une vente ou une division. Le langage ne laissait aucune ambiguïté. Des clauses protégeaient les actifs de toute redistribution, exigeant ma gestion pour maintenir l'intégrité historique pour les générations futures. Maître Morel a souligné les signatures notariées et les déclarations de témoins qui correspondaient aux archives, soulignant que toute modification exigeait la participation directe de grand-père dans des conditions strictes qui n'avaient jamais été remplies. Le sang-froid de Vincent s'est visiblement fissuré à mesure que la lecture se poursuivait. Ses mains agrippaient le bord de la table, les jointures blanchissant, tandis que ses épaules s'affaissaient. Lorsque Maître Morel a fait une pause pour les questions, Vincent a fixé les documents un long moment avant de parler d'une voix tendue. Il a admis avoir tenté d'introduire des versions modifiées, poussées par des dettes personnelles croissantes dues à des investissements ratés et des prêts en souffrance qui menaçaient sa stabilité. L'aveu est venu par à-coups, les yeux baissés, reconnaissant que le plan avait reposé sur le soutien parental sans divulgation complète. Maman a réagi la première par une vive inspiration, la main sur sa poitrine alors que la prise de conscience s'installait. Les larmes ont rapidement monté, coulant tandis qu'elle se tournait entre Vincent et les papiers, murmurant son incrédulité sur la façon dont les choses en étaient arrivées là. Papa était assis, rigide, le visage blêmissant sous les lumières du bureau, répétant à voix basse des questions sur des délais qui ne correspondaient plus à ce qu'il croyait. Les deux parents ont présenté des excuses à mon intention, la voix tremblante de regret pour une confiance mal placée. Maman a tendu la main à travers la table un instant comme pour toucher mon bras, disant qu'il n'avait jamais eu l'intention de faire du mal et voulait seulement la sécurité pour toutes les personnes impliquées. Papa a exprimé des sentiments similaires, ajoutant qu'il pensait que Vincent agissait par souci pour les finances familiales globales. Pourtant, même sous le choc, ils sont revenus à la défense, suggérant que ces actions découlaient du désespoir plutôt que de la malveillance et méritaient d'être comprises compte tenu de la pression à laquelle il était confronté. Leurs remords nuancés ont approfondi la douleur. J'ai écouté sans interruption jusqu'à ce que Maître Morel me demande si je souhaitais répondre. Les mots sont venus avec assurance malgré la gorge serrée. J'ai décrit des mois d'exclusion systématique bâtis sur des histoires déformées, l'érosion de relations que je considérais autrefois comme indestructibles, et l'isolement qui a suivi lorsque mes plus proches alliés ont accepté un récit me présentant comme peu fiable. J'ai expliqué comment la découverte de la profondeur de la tromperie avait confirmé des craintes que j'avais écartées, révélant des priorités qui plaçaient le gain financier au-dessus de l'honnêteté. La trahison la plus profonde venait de ceux qui étaient censés me connaître le mieux, transformant une histoire commune en quelque chose de conditionnel et de fragile. Le pardon semblait impossible alors que la responsabilité restait partielle, enveloppée d'excuses qui rejetaient la faute plutôt que de l'assumer pleinement. Grand-père est resté silencieux tout au long de ma déclaration, hochant la tête de temps en temps en signe d'affirmation silencieuse.
Maître Morel a noté que la fiducie originale restait inchangée, ne nécessitant aucune autre contestation, et a décrit les prochaines étapes pour le transfert formel à mon seul nom. Il a conseillé de consulter des avocats distincts pour tout litige connexe mais a souligné que l'intention documentée prévalait. Vincent a rassemblé ses papiers lentement, évitant tout contact visuel, tandis que maman éponguait ses larmes et que papa regardait droit devant lui, perdu dans ses pensées. L'atmosphère est passée de la confrontation à une résolution mal à l'aise, alourdie par des conséquences inexprimées. J'ai exprimé ma gratitude à grand-père pour la clarté qui a empêché une perte irréversible, reconnaissant que sa prévoyance avait protégé ce qui comptait le plus. Mes parents ont tenté de dernières supplications alors que nous nous préparions à partir, suggérant que le temps pourrait guérir les malentendus et insistant pour une discussion privée plus tard. Leur ton portait l'espoir d'une réconciliation à des conditions qui minimiseraient les retombées. J'ai décliné doucement mais fermement, déclarant que les dommages s'étendaient au-delà des documents, jusqu'à la confiance fondamentale. Aucune conversation ne pourrait la restaurer rapidement, si jamais cela était possible. Maître Morel a clos la réunion de manière professionnelle, programmant les formalités administratives de suivi, tandis que nous sortions tous dans l'air froid de l'après-midi. Des flocons de neige tourbillonnaient légèrement autour du parking, étouffant le bruit des pas alors que des voitures séparées démarraient et s'éloignaient dans des directions différentes. Le trajet du retour semblait à la fois plus lourd et plus léger, porteur de la finalité de liens rompus de manière permanente malgré la proximité. La clarté est arrivée sans célébration, seulement l'acceptation tranquille que certaines fractures sont trop profondes pour être réparées. Dans les mois qui ont suivi, alors que le printemps revenait sur la région lyonnaise, le transfert légal s'est achevé sans autre contestation. Le titre de propriété du mas et la pleine propriété de la collection d'antiquités sont passés à mon seul nom par des dépôts simples supervisés par Maître Morel. J'ai fait mes cartons dans mon appartement du centre-ville, chargé les meubles et les effets personnels dans une camionnette de location, et j'ai emménagé de manière permanente dans la propriété que grand-père avait si soigneusement protégée. J'ai pris très tôt la décision de mettre fin à tout contact avec maman, papa et Vincent. J'ai changé de numéro de téléphone, bloqué les adresses électroniques et fait suivre mon courrier par une boîte postale. Aucune explication n'a été envoyée, aucune conversation finale n'a été recherchée. Le silence est devenu délibéré et permanent, une frontière tracée après que la confiance se soit avérée trop endommagée pour être réparée. Vincent a fait face à un long litige civil engagé pour recouvrer les coûts associés aux tentatives de modification et aux perturbations connexes. Les dates d'audience se sont étalées sur plusieurs saisons, drainant des ressources qu'il n'avait plus. Son employeur l'a licencié une fois que les détails sont devenus publics dans les registres locaux, invoquant des préoccupations de réputation. Les créanciers se sont rapprochés pour des dettes impayées, conduisant à une procédure de surendettement qui a forcé la vente de son utilitaire et sa réinstallation éventuelle en dehors de la région pour recommencer ailleurs avec peu de choses. Maman et papa se sont retirés dans leur routine, participant moins souvent aux événements communautaires et parlant peu de la rupture aux voisins. Le regret se manifestait de petites manières. Des cartes d'anniversaire non répondues étaient retournées. Les rassemblements de fêtes étaient nettement plus petits. Ils n'ont jamais cherché à me contacter directement, acceptant peut-être la distance comme une conséquence, ou espérant que le temps pourrait adoucir ce que les mots ne pouvaient réparer. La relation avec leur fille et tout futur petit enfant leur est restée perdue indéfiniment. Je me suis installé progressivement dans la vie au mas. Les matinées commençaient par un café sur la terrasse, à regarder les champs verdir après la dormance hivernale. Les après-midi étaient consacrés au catalogage des pièces à la lumière naturelle, à la restauration des dommages mineurs accumulés au fil des ans et à la planification de mises à jour soignées qui honoraient le caractère original. L'espace tranquille ressemblait à une continuation plutôt qu'à un nouveau départ, rempli des grincements familiers et du sentiment que grand-père avait laissé derrière lui. L'entreprise s'est davantage tournée vers le commerce en ligne. J'ai créé un site web simple présentant des articles sélectionnés avec des historiques détaillés et des photos de restauration, atteignant des collectionneurs au-delà des réseaux de commérage locaux. Les commandes arrivaient régulièrement de toute la France, attirées par des pièces authentiques de la région minutieusement documentées. D'anciens clients qui ont appris toute l'histoire par les canaux communautaires ont commencé à revenir, certains envoyant des notes s'excusant de leur retrait antérieur et passant de nouvelles commandes. Damien a fourni un partenariat stable dans la transition. Il m'a aidé à mettre en place des stands de salons virtuels et à partager des contacts pour l'expédition spécialisée, transformant une collaboration professionnelle en une amitié fiable. Les week-ends comprenaient souvent des trajets ensemble vers des ventes aux enchères régionales,
à la recherche d'ajouts qui correspondaient à l'orientation de la collection sans surexploiter les ressources. Certains soirs, je me promenais seul dans l'atelier de la grange, passant mes mains sur les outils que grand-père m'avait appris à utiliser, réfléchissant aux choix qui m'avaient mené ici. La douleur de la perte familiale persistait, une douleur sourde plutôt qu'une blessure vive, me rappelant que les liens peuvent se briser au-delà de toute réparation lorsque la vérité est enfouie sous la commodité. Pourtant, la paix grandissait par petites touches. Des fleurs sauvages éclosaient le long des clôtures chaque mois de mai. Les oiseaux revenaient dans les nids sous les combles, et les pièces restaurées sous mes soins trouvaient un foyer chez des gens qui appréciaient leurs histoires. L'héritage de grand-père vivait à travers les choix quotidiens de préserver plutôt que de profiter rapidement. J'ai appris que la confiance perdue au sein d'une famille ne guérit pas toujours et que forcer la réconciliation peut approfondir les cicatrices. La vraie paix vient parfois de l'acceptation d'un changement permanent et de la construction d'un avenir sur ce qui reste solide. Protéger ce qu'une personne croyait digne d'être